Aujourd'hui, je reçois Alex, un entrepreneur qui a transformé l'adversité en réussite. Après un parcours scolaire compliqué et des débuts professionnels difficiles, il se lance à 19 ans dans le e-commerce et obtient rapidement ses premiers 6 chiffres, jusqu'à un changement qui a tout bouleversé. Plutôt que d'abandonner, il rebondit et explore plusieurs secteurs, avant de fonder le groupe Getall, un groupement d'agences en marketing digital. Derrière ce succès, il y a eu des échecs, des erreurs et des doutes. Aujourd'hui, on va décrypter son parcours et les clés de sa réussite. Alex, bonjour et bienvenue sur Focus. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, raconte-nous un petit peu comment tout a commencé, quel a été le déclic qui t'a poussé vers le monde entrepreneurial. Le déclic... Alors moi, j'ai pas eu de déclic. D'accord. En fait, j'ai pas trop eu le choix. C'est plutôt ça le bon terme. Il y a 15 ans maintenant, jadis, quand j'avais 19 ans, j'étais toujours sans diplôme, sans emploi, au chômage. Donc bon, c'était pas une situation qui partait bien. D'accord. Et j'avais pas 36 000 solutions après un énième job qui s'était plutôt bien passé, mais la boîte a fait malheureusement faillite. Des choses qui arrivent. D'accord. Pour une fois, je réussissais. J'étais commercial dans la téléphonie. Ok. Et je me débrouillais plutôt bien. D'accord. En fait, ce qui s'est passé bêtement, c'est que j'ai dû trouver une solution. Alors, j'avais un père qui était informaticien. Et j'avais quand même une assez bonne aisance dans l'informatique. Et je réfléchissais à l'époque et je disais, mais comment je peux faire pour pouvoir bosser, trouver une solution. Et en fait, je me suis dit, bon, quel truc je peux faire tranquillement chez moi, discrètement, j'ai pas besoin de me montrer, parce que voilà, je suis pas le garçon que j'étais il y a 15 ans, donc je voyais les choses d'une manière complètement différente. Et je me suis dit, je vais faire du e-commerce. D'accord. Comme ça, je suis chez moi, je sais comment lancer un petit PrestaShop ou il n'y a même pas de WooCommerce à l'époque, un PrestaShop ou un OS Commerce ou un truc dans ce style-là. J'achète mes produits. À l'époque, il n'y avait pas la concurrence actuelle. Clairement. Et je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le e-commerce tout bêtement, en fait. D'accord. Et donc, c'est vraiment un réflexe presque de survie. Et là, j'ai plus de job, je suis en fin de chômage, il faut que je trouve une solution. D'accord. Donc, tu es arrivé au bout d'un cursus, en fait, et ça t'a donné ce déclic pour justement entreprendre, quoi. Et de partir dans la conception de sites web et e-commerce, quoi. En fait, alors d'abord, c'était vraiment e-commerce, c'est-à-dire faire moi-même du B2C et vendre à des clients directement depuis mon e-commerce. C'était ton produit que tu vendais. Exactement. C'était mes produits et voilà. C'est après, 2 ans après, qu'il y a eu un changement. Qu'après que j'ai commencé à faire du B2B et à vendre, en fait, finalement, tout ce que j'ai appris en 2 ans, à commencer à le vendre à des tiers pour qu'ils fassent la même chose que moi. Parce que je sentais que j'étais pas fait pour ça. D'accord. Mais ça m'a quand même fait, en tout cas, manger pendant 2 ans. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses parce que le e-commerce, c'est vachement formateur parce qu'il faut que tu connaisses le côté produit, le côté promotionnel, la logistique. Il faut gérer le côté technique du site, etc. Surtout qu'à l'époque, à ma connaissance, Shopify n'était pas implanté ou était assez balbutiement. Non, ça n'existait pas Shopify il y a 15 ans. Je suis en train de... Donc, si tu veux, tu avais vraiment... Non, il y a 15 ans. Ne serait-ce... Alors, pour ceux qui connaissent pas ça, mais il y a 15 ans, enfin, maintenant, connecter un Stripe et avoir une carte bancaire sur un site, c'est très simple. Tu as tous les outils depuis 4-5 ans, c'est très simple. Mais il y a 15 ans, il fallait se lever de bonne heure. Toutes les banques n'acceptaient pas. Clairement. Il n'y avait pas Stripe. Ou venait d'arriver, c'était que aux US. C'était le parcours du combattant, quoi. C'était la galère. Tu as connu ça a été très formateur, hein, effectivement, sur plein d'aspects qui peuvent amener à entreprendre par la suite. Ouais, bizarrement, c'est moins formateur maintenant. Oui, parce qu'il y a plus, ça s'est démocratisé, il y a beaucoup plus de facilité. Enfin, moi, je suis aussi d'une période où on envoyait des fax, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ces papiers thermiques, tu avais les écritures qui disparaissaient comme des papiers magiques. Comme étiquette caisse. Ouais. Donc, tu vois, j'ai vécu différents passages et c'est vrai qu'actuellement, on a quand même beaucoup de facilité pour entreprendre. Alors, l'inconvénient, c'est que ça met une grande concurrence. Comme c'est plus facile, les barrières à l'entrée sont plus simples. Tout le monde fait du e-commerce, tout le monde fait tout le monde fait plus. Tout le monde fait tout et entre guillemets rien. Pas grand-chose. Mais c'est vrai que il y a 15 ans, c'était un autre sacerdoce, quoi. Ok, donc tu as commencé par vendre des produits en ligne, donc ton produit en ligne, et après tu as vu que il y avait une demande pour développer cette proposition-là auprès d'autres personnes et tu as commencé à faire des sites pour d'autres personnes, quoi. En fait, je me suis dit que en fait, les marges en e-commerce, elles sont ce qu'elles sont. Puis moi, je faisais pas de dropshipping. D'accord. Et j'avais des moyens financiers limités. Donc après, pour me développer à l'époque, j'avais pas la possibilité de lever des fonds. En tout cas, j'avais pas l'intelligence, les connaissances. Ouais, bien sûr.
Donc je m'en sentais en tout cas pas capable. Et je m'étais dit, le seul moyen pour moi de gagner plus, ou en tout cas d'atteindre un level supérieur, c'était de vendre le service directement aux gens. Parce que vendre un site e-commerce 10 000 euros, ou 10 000 francs suisses, ou 10 000 roubles, ou 10 000 dollars, peu importe, faut vendre quand même un sacré paquet de produits en e-commerce pour rentabiliser et faire la même marge, quoi. Donc après, on rentre dans des considérations pour un employé. Enfin voilà, c'était compliqué. À l'époque, je travaillais avec ma copine de l'époque qui faisait les envois. Enfin bon, c'était très archaïque. Génial. Mais ça fonctionnait, enfin, je veux dire. Ouais, ça fonctionnait, mais pas de quoi, en plus dans la région où on est, c'est-à-dire Genève, pas de quoi exploser les compteurs. D'accord. Non plus, en plus, le marché e-commerce suisse n'était pas très développé, donc j'avais un marché qui était fragmenté avec des envois en France, avec le problème des envois en Suisse qui coûtait très cher. Ok. Donc, rien n'était en place pour optimiser tout. J'étais pas bien placé. Si j'étais à Paris, dans une grande ville française, dans un autre écosystème, je pense qu'à posteriori, si j'avais découvert à l'époque Amazon FBA, par exemple, là, par contre, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais malheureusement, j'avais pas ces connaissances-là. Je me suis dit, ok, le meilleur moyen pour moi d'augmenter le panier moyen, de gagner mieux ma vie, c'est de vendre des sites web à d'autres. Okay. Je fais une petite interruption dans ce podcast pour vous présenter le partenaire du jour, assurancegenevoise.ch. Entreprendre, c'est une aventure de dingue, mais est-ce que vous avez pensé à vous protéger en cas de pépin? Parce qu'on va pas se mentir, un imprévu est vite arrivé. Heureusement, Assurance Genevoise est là. Des solutions sur mesure adaptées aux entrepreneurs et indépendants. Moins de stress, plus de sérénité. Ne laissez pas un coup dur freiner votre succès. Jetez un œil sur assurancegenevoise.ch. Le lien est dans la description de la vidéo. Et qu'est-ce qui a fait dans justement ton analyse? Comme tu viens de le dire, ça aurait été mieux d'être à Paris qu'à Genève. Pourquoi tu n'es pas parti à ce moment-là à Paris pour développer cette activité en se disant, bon ben voilà, c'est entre guillemets... Pas envie. D'accord. Pas envie. Et puis je pense qu'aussi, comme je te dis, j'ai changé aussi parce que je voyais que le e-commerce, c'était pas à fond mon truc non plus. D'accord. Parce que je suis pas non plus dans une recherche de profit. J'ai quand même envie de kiffer un peu ce que je fais. Et je sais pas, je sentais que c'était pas le truc que je devais faire. D'accord. Donc tu vois, ça faisait beaucoup aller dans une ville que j'avais peut-être pas forcément envie, ou d'aller dans d'autres pays. En fait, c'est d'aller dans un univers que j'avais peut-être pas forcément tant envie que ça, et en plus qui allait pas m'apporter, comme je te dis, le retour économique souhaité. C'était pas le truc le plus intelligent. Ça faisait beaucoup de... Si je kiffais le e-commerce, c'est que vraiment j'avais envie de développer un produit type, ouais, j'aurais pu, mais c'était pas le cas. Donc face à ce constat, c'était un passage en fait qui t'a amené à développer des sites pour des clients. Et pendant cette traversée en fait d'entrepreneuriat, tu as sans doute des moments de doute, tu as des moments compliqués. Comment toi tu gères ces moments-là? Quel est ton système un petit peu de Écoute, le moment où tu as des doutes, où c'est compliqué, souvent c'est que tu as besoin d'aller te coucher. D'accord. Et juste de dormir. Donc ça, t'allie le côté doute. Non, mais très souvent, parce que ça m'arrive encore, des fois je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Des fois j'ai des journées, j'en peux plus. Et je me dis simplement, non mais en fait je vais manger une bonne viande, ou faire un bon plat, ou avoir un rendez-vous avec quelqu'un de sympathique. Je vais dormir. Et le lendemain, ça va aller beaucoup mieux. Mais sinon, quand vraiment ça persiste, etc., non, faut essayer quand même d'être à l'écoute de ce que nous envoie notre esprit. Questionner ce doute, mais quand même se rappeler que très largement, dans 90% du temps, c'était fatigué, c'est hormonal, t'as une petite baisse. Voilà, faut pas... C'est très important, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est la gestion de mes propres émotions, parce que quand tu commences à recruter du monde, avoir une équipe, à devoir essayer de convaincre des clients, tu as besoin de comprendre comment fonctionnent les gens globalement, émotionnellement, psychologiquement. Oui. Et bon, quand tu commences à comprendre ça, puis tu rentres aussi dans des phases plus existentielles avec le temps, et que tu te fais des vrais questionnements internes, si normalement tu comprends un peu la leçon, tu commences à envisager d'avancer un peu dans la cabessa, c'est de psychologiquement d'évoluer, et puis même philosophiquement, voilà, d'avoir une vraie... je sais pas comment te dire, une foi, un mood, quelque chose qui puisse... un why, en tout cas. Un why, ouais, peut-être, mais même une philosophie qui nous convienne, que ce soit Dieu ou pas, peu importe. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup progressé grâce au stoïcisme. Donc tu as étudié? Ouais, la philosophie grecque. Ok, tu t'es formé. Même si j'ai mes croyances
mes croyances d'une des religions des 3 livres, on laissera les gens deviner. Mettez en commentaire. Chrétien, musulman, juif, orthodoxe, bouddhiste. Bouddhiste. Donc tu t'es formé sur le stoïcisme, pardon. Et tu Marc Aurèle a dit beaucoup de choses il y a très longtemps. Oui. Et en fait, en comprenant cela, parce que là, j'ai fait une longue diatribe pour dire que j'ai recruté du monde et que j'ai commencé à apprendre sur moi. Mais pourquoi je dis ça ? C'est que justement, au fur et à mesure du temps et par rapport au doute, justement, c'est que très souvent, le doute, pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent, qui sont chimiques, en fait, qui sont purement chimiques. Il ne faut pas oublier qu'on est une grande machine assez complexe. Clairement. Et que tout ça est très organique et très chimique et que vous ne savez pas pourquoi, des fois, vous avez une baisse, vous êtes fatigué et hormonalement, ça descend. Et là, d'un coup, vous allez voir les choses bizarrement très négativement. Et d'un coup, vous allez être pris de doute. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand on commence à comprendre tout ça, qu'on n'est qu'une grosse boule de chimique, une grosse machine très chimique, et que nos pensées nous traversent comme ça, et des fois sans raison, très souvent, on va se coucher, on va passer une bonne soirée, on va dormir, et le lendemain, ça va beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que si le doute persiste, et que ça commence à... Ça fait plusieurs matins que vous vous réveillez, et là qu'il y a un problème, là par contre, on rentre dans un autre sujet. Et dans ces cas-là, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de parler à d'autres, de discuter avec d'autres entrepreneurs, discuter avec d'autres gens, et de questionner et de confronter son doute pour que les autres viennent nous aider pour essayer d'avancer. Ok, donc tu as une phase d'analyse, on va dire, interne. Donc au début, tu te dis, bon, moi, je vais dormir. Si ça passe, c'est bon. Si ça perdure, tu prends des conseils, des avis extérieurs. Tu lis, et tu lis et tu appliques aussi le stoïcisme, je pense que tu l'as étudié. Déjà, il y a ce premier filtre, comme je t'ai dit, 90% du temps, ça passe même plus de 90% en ce qui me concerne. Plus on avance dans le temps, plus tu sais pourquoi tu fais les choses. Et... je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je trouve que c'est très important d'interpréter les signaux que nous envoie notre cerveau, qui après peuvent se retranscrire, je pense, par le corps aussi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu t'écoutes pas en termes de psy, ça peut se retranscrire justement sur les articulations. Enfin, voilà, ça c'est mon petit truc aussi. Donc je te rejoins sur le fait justement qu'il faut être à l'écoute de soi-même et puis de prendre conseil et avis de l'extérieur. Et effectivement, c'est important de partager avec les gens son mal-être aussi, entre guillemets, même si ça peut être passager ou pas, quoi. Oui, et puis surtout, en fait, les autres sont extérieurs un peu. Ils n'ont pas la tête dans le guidon, donc ils te permettent, entre guillemets, de te recentrer et de reculer un petit peu et de reprendre conscience de la situation telle qu'elle est, si tu n'arrives pas toi-même à le faire. Tout à fait. Même moi, si j'arrive à le faire, je demande toujours... J'ai un bras droit, notamment, où on discute beaucoup. Et en fait, c'est une psychanalyse permanente. Oui. T'as vu, il s'est passé ceci, j'ai réagi comme ça, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que je déconne ou pas ? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut toujours se questionner. En fait, c'est ça, quand on commence à rentrer dans ce schéma-là, quand quelqu'un d'autre se met en colère ou qu'il y a une réaction bizarre ou que on finit par se poser la question du pourquoi elle se pose ces questions, on arrête de s'auto-centrer sur soi, à s'énerver comme ça et à pas réfléchir à ce qui se passe et à se laisser aller à l'émotion. On finit par raisonner et à se dire attends, c'est quoi le problème ? Et d'essayer d'aller analyser ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe chez soi. Et très souvent, d'ailleurs, quand on commence à arriver à ce niveau de conscience, on peut facilement désarmer énormément de conflits. Clairement. Moi, je le vois encore. J'ai malheureusement des fois certains. T'as un cas concret un peu à expliquer, j'ai des cas concrets avec des clients. Sans dire de nom, sans quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Mais même par exemple dans ce studio de podcast, parce que le studio de podcast est un side business, ça fait partie une de mes composantes de mon business. Oui, parce que juste, excuse-moi, je te coupe. Pour rappeler aux gens qui nous regardent. Je ne suis même pas présenté. Non, ça va arriver. L'introduction va arriver. Mais c'est vrai que ce sera dans l'introduction, comme quoi où on enregistre le podcast, c'est ton studio effectivement. Et voilà, quoi. Et tu es un client. Alors ce message n'était pas adressé. C'est pas de toi qu'on parle. Mais j'ai des gens. J'ai un cas précis par exemple qui est quelqu'un de très technique, qui est très fort. Mais on va dire qu'il a une personnalité assez particulière. Et on est sur des gens qui vont, sans le vouloir, ça se voit, ils ne le savent même pas, mais ils veulent rentrer dans le conflit. Ils veulent se mettre en opposition avec toi. En fait, ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils ont raison, qu'ils connaissent le sujet, etc. Et en fait, ils ne comprennent pas que toi en face, t'en as strictement rien à foutre. Et que c'est pas le sujet. Qu'en fait, je suis d'accord avec toi, t'es meilleur que moi. Ok.
Mais en fait, ne rentre pas en confrontation, on va régler ton problème surtout. T'as une demande, Ouais. t'as quelque chose à me demander, n'étale pas ta science, on s'en fiche, allons au but. Parce qu'il y a toujours, tu sais, il y a le problème indiqué et qui veut résoudre, puis à côté, le petit soupçon de sel qui ne sert strictement à rien. Ouais. Et tu vois, quand tu arrives à ce genre de réflexion, toi, tu es là, ok. Tu as envie de rentrer dans l'art, mais tu dis, là, tu commences à te dire, non, non, non. Ce qui est intelligent là, maintenant, c'est de répondre à son problème et de pas réagir au reste. Et là, quand tu arrives là, tu commences à avoir un bon niveau de conscience, ou en tout cas, après, il y a des gens qui peuvent le faire naturellement parce qu'ils n'ont pas des caractères impulsifs, mais quelqu'un comme moi qui est assez impulsif ou nerveux ou qui aime bien que les choses aillent vite, etc. Oui. D'où peut-être pourquoi cette réflexion est venue beaucoup plus tôt. C'est que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin plus de philosophie dans leur vie parce qu'en fait, il y en a, ils l'ont naturellement par leur chimie ou par comme ils sont constitués, en fait. Ils sont zen dès le départ. Et eh bien, dans ces cas-là, on arrive à se désarmer avant, c'est-à-dire qu'on ne crée pas le conflit. La personne crée quelque chose, c'est irritant, on se dit non, il est comme ça, on ne changera pas, c'est un client, on répond de manière professionnelle et on passe à la suite. Ok. Donc, et donc, par exemple, ce genre de client, il va vous appeler, à telle heure, vous ne le répondez pas. Il y a des choses que vous allez faire, parce qu'en fait, si vous laissez faire, vous êtes cuit. Et si vous n'êtes pas dans l'upfront, c'est-à-dire la réaction bête et méchante, vous pouvez vous décentrer un peu par rapport à ce qui se passe, dire attends, on va faire comme ça intelligemment, on va attendre à faire ça, et les choses se résolvent tout seuls, et puis on l'aura laissé faire, mais au moins on ne sera pas rentré dans un conflit qui après, c'est bon, c'est inarrêtable, puis on ne sait jamais où ça peut aller, surtout avec certains types de caractères où les gens sont capables de péter un plomb, de mettre un truc sur Instagram, et tu sais, ça prend des proportions alors qu'il ne s'est rien passé, quoi. Donc une grosse gestion des émotions de la personne en face de toi, quoi, en fait. Mais tu sais, c'est un gros sujet, c'est 50% du sujet d'un entrepreneur, si ce n'est plus, c'est ses propres émotions et celles des autres. Ouais. Parce que quand tu commences à recruter, le scaling, enfin surtout quand tu vends des boîtes de services, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui aiment le dropshipping, qui aiment le monde des SaaS. Il y a moins d'humains. Et qui aiment l'IA. Et moi, j'adore l'IA pour ça. Et elles m'aident d'ailleurs dans ces conflits à les gérer. Ok. Je le dis. Donc, tu utilises en soutien. Je ferai une petite incartade. Tiens, vas-y. On va faire une petite partie de ChatGPT ou une petite partie IA ou pas? Alors, si tu veux l'aborder, oui, bien sûr. Ouais. Si ça je ferai une petite sur la gestion des autres et des émotions. Je vous donnerai une ou deux exemples très intéressants où ChatGPT peut être extraordinaire pour vous aider parce que justement, pourquoi je parle de ChatGPT? ChatGPT n'a pas d'émotion, c'est une machine. Clairement. Et donc, vous lui donnez brut pour point et un contexte et les messages que vous recevez de quelqu'un. Bon, je vais le donner tout de suite. Ouais. Vous avez un conflit avec quelqu'un. Vous savez pas comment vous en sortir. C'est pas facile d'avoir tout le temps de l'empathie, mais surtout quand vous êtes dans l'émotion. Clairement. Vous voulez régler le problème. Vous prenez une IA, peu importe laquelle, alors vous n'êtes pas obligé de balancer des infos trop privées. De toute façon, si c'est un tel et que vous avez tel problème, tant que vous ne donnez pas les codes secrets de la bombe, ça va aller. Les noms. Et vous dites, bah voilà, je suis en relation par exemple avec une jeune femme, elle est en colère contre moi, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, le dernier message que j'ai envoyé c'est ça, elle m'a répondu ça, aide-moi à trouver une solution. Et là souvent, ChatGPT, il va dire, mais en fait, c'est normal. Elle va dire, ouais, votre analyse est pertinente, c'est bien de vouloir aider, mais là, tu as vu, elle a dit ça, et toi, tu as répondu ça. Ok. Voilà. Moi, je te recommande d'aller dans son sens, de faire ci, ça. Est-ce que tu peux pas lui proposer un rendez-vous, un machin? Et il va tout de suite proposer des clés, parce qu'il va vous sortir de l'émotion, il va dire, ah ouais, mais il a raison. Ok. En fait, ChatGPT va être le meilleur conseiller. Et tu as déjà appliqué ça concrètement dans ton business? Ok. Ah oui, plein de fois. Sur des situations. Okay. Les situations, le plus souvent, les situations de conflit. Ouais. Si j'ai pas mon bras droit, etc. Et les situations, tout simplement, genre j'ai vraiment une réclamation. En fait, ça va dépendre du comportement de chacun. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un d'un peu trop cash et brut. Oui. Et surtout à l'écrit, je suis assez doué pour être très poli, pas d'insulte, rien, mais bien faire remarquer à mon interlocuteur qu'en gros, je t'emmerde. Et ça, alors, ça peut avoir des effets, je le sais, dévastateurs. Oui. Parce que les gens, ils se disent, ils se le prennent, ils se prennent pour qui, etc. Ce qui n'est pas mon but en soi, mais je sais pas. C'est quelque chose que je travaille activement, mais je l'ai encore. Donc du coup, par exemple, vous racontez à ChatGPT avec le mode audio, voilà, j'ai ça à dire, il s'est passé ça, il y a tel truc, vous lui balancez tout, vous crachez votre venin parce que vous n'en pouvez plus. ChatGPT vous ressort un truc empathique, ça va professionnel. Mettre aussi les psychologues au chômage, alors. ChatGPT va mettre du monde au chômage ou va déplacer la fonction, quoi. J'ai eu ce débat avec quelqu'un qui était en études pour devenir psy, ça s'est mal passé sur ce sujet justement. Du coup, il a arrêté. Du coup, j'ai utilisé ChatGPT pour la convaincre.
Elle ne le sait pas. Mais par Et contre, ça a pas donné- mal marché, ça a pas mal Ok, marché. génial. On va continuer sur ton parcours entrepreneurial. Est-ce qu'il y a un moment, un échec, un gros échec qui a vraiment fait que tu pivotes ou que tu changes de direction au niveau de l'entreprise, ou tu as toujours gardé une sorte de focus sur ta trajectoire, pardon. Ouais, non, la trajectoire, j'ai toujours gardé. Par contre, des gros problèmes, moi, j'en ai eu. Si, il y en a un qui m'a fait pas mal questionner sur la partie gestion du temps, organisationnelle, justement, psychologie avec les employés, les collaborateurs. C'est un cas de figure où on a mésestimé un projet d'application mobile il y a quelques années. Et je pense que j'avais une manière de manager un peu trop à la confiance. Je laissais trop un peu les choses aller. Pas assez de process, etc. Pas assez de suivi. Et résultat, c'est un projet qui a commencé en fait à dépasser le seuil de rentabilité. On commençait à perdre de l'argent. Et j'étais trop engagé avec la cliente. Et en fait, dans cette phase-là où tu peux ni te retirer, où c'est compliqué de se retirer, et du coup, on a dû poursuivre. Et on est arrivé au point où ça représentait une perte à 6 chiffres. Donc, ce qui est important. À l'époque, c'est très important. Ça a pesé. J'ai passé une année de diète, quoi. Très dur. Et là, j'ai switché de manière assez importante sur la partie management. Sur la gestion en interne. Sur la partie timer, sur la partie... parce qu'on a des développeurs aussi qui étaient à distance. Sur la manière de piloter ça. Les visios, comment on allait suivre le travail pour permettre justement d'anticiper ce genre de problème et de se désister s'il faut. Et surtout, ça m'a fait pivoter de modèle sur la partie développement d'applications. J'ai arrêté mon modèle forfaitaire. C'est un modèle très dangereux, à part si on est une très grosse agence et qu'on peut se permettre de privilégier des produits, des prix très très élevés. Parce que souvent on se dit, ah mais une application 200 000 balles, mais vous êtes fous. En fait non. C'est parce que très souvent, il y a beaucoup de boîtes qui sont cassées dans les dents dans le développement. C'est parce qu'en fait, il est très dur des fois d'estimer précisément un projet informatique. C'est un peu comme estimer un projet d'un grand chantier comme on a eu ici, le Léman Express. Oui. on dit 1,2 milliard. C'est 2 milliards, quoi. Mais ça fait partie du truc, on le sait. On le sait pourquoi, parce que en fait, c'est tellement complexe, même les chantiers de bateaux, etc. Ou alors, on l'anticipe avant. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est 2 milliards, en se disant que c'est méga large. Comme ça, on a une marge une grosse marge, parce qu'en fait, ça peut être un drame, en fait. Mais est-ce que 2 milliards ne ferait pas justement péricliter le projet aussi, tu vois, Exactement, et c'est une manière aussi pour les commerciaux de vendre le truc. C'est 1,2 milliard, ok, ça passe. Puis une fois que le chantier est lancé, s'il faut rajouter 800 millions, on rajoute 800 millions. Donc voilà, moi, ce que j'ai préféré faire, en tout cas, c'est convertir le modèle. Donc c'est une des agences qui s'appelle GetWeb, du groupe, qui propose du développement informatique, de la création de sites web, etc. Et c'est un modèle à l'heure. Donc moi, je fais une estimation à l'heure, une estimation assez large. Et en fait, par ce prisme-là, les clients ont plus conscience du temps. Parce qu'en fait, quand tu dis « Ah, l'application, c'est 50 000 », c'est un peu... comment dire ? C'est un peu nébuleux ce que ça représente. Ah, mais c'est une application, c'est... Voilà. Quand tu dis « Non, mais c'est 50 000 parce que c'est 1000 heures de travail », ok. Lui, il fait un raisonnement. Ok, moi, je me paye avec ma boîte 100 € de l'heure ou 50 francs de l'heure. En fait, c'est tout à fait raisonnable. Il se paye le même prix que moi. C'est juste que ça prend énormément de temps, quoi. Et là, d'un coup, ils prennent conscience de la valeur des choses. Tu vois, c'est un peu comme dans des pays où on rembourse très bien les soins de santé. On va vous dire, monsieur, on va vous guérir, on va faire telle opération. Ça dure 8 heures, et voilà. Bon. Si on vous dit que ça dure 8 heures et à la collectivité, ça coûte 150 000 francs. Ça sensibilise plus. On se rend compte, en fait, du cadeau qu'on est en train de nous faire, en fait. Oui, c'est juste. Et le coût que ça a. Et en fait, c'est exactement la même chose avec ça. Et donc, on a switché avec ça grâce à ce modèle à l'heure qui nous a permis d'éviter... On n'a plus jamais eu ce cas de figure. Donc, suite à cet échec, entre guillemets, qui n'en est pas un au final, tu as pivoté, tu as reconstruit ton modèle. J'ai changé un peu le modèle de cette agence. Et de RH, ressources humaines, gestion, process, suivi des développeurs pour améliorer l'efficacité et la productivité de ce genre de cas. Qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'es pas dit je laisse tout tomber, je vais retravailler pour quelqu'un, je continue? Jamais. Ça t'a frôlé? Non, jamais de la vie. Alors c'est quelque chose qui jamais de la vie. Tu lâcheras jamais l'affaire. C'est pas possible. J'ai passé trop d'années maintenant. Voilà, ça fait 15 ans maintenant. C'est-à-dire que bientôt,
Quand j'aurai 38 ans, j'aurais passé plus de temps dans ma vie à être entrepreneur qu'à être même bébé, qu'à être un humain, qu'à être un salarié. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est fini en fait. Et vraiment pour le coup, ce qui m'a finalement achevé de me convaincre, c'était quand un de mes avant-derniers jobs, avant de faire ce boulot de commercial, j'étais pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai bossé pour une boîte en informatique, j'ai été pris en essai. Ouais. Et au bout du 2e mois, on a interrompu le contrat et le patron que je salue à l'époque, qui était de l'OPI, qui était l'Office promotionnel industriel en Suisse, Ouais. qui est une boîte qui aidait les boîtes. En fait, c'était semi-étatique, enfin l'État était dessus. Ok. Un monsieur qui s'appelle Rolf Gobet. Je sais pas si un jour il regardera cette interview, mais pourquoi pas. Mais comme il est en Suisse, pourquoi pas, on le salue. Il m'a dit, mais en fait, monsieur Egarter, vous n'êtes pas fait pour être salarié. Ah, d'accord. En fait, c'est comme ça. Non, mais cherchez pas. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans cette boîte-là, à l'époque, j'avais une responsable que j'estime n'avait pas les compétences en informatique et en marketing pour prendre des décisions de ce côté-là. D'accord. C'est mon avis. Mais elle était très compétente sur le reste, hein, mais voilà. Et donc, je pouvais pas m'empêcher de mettre mon grain de sel. Non, mais on peut faire ci, on peut faire ça, un peu truc. Alors que on te demande d'exécuter, de te taire. Donc, bon. Clairement. Donc, du coup, tu as pivoté. Donc, je devais être assez agaçant. Ouais, mais ça et je comprends dans l'idée de et a posteriori, je n'en veux absolument pas à cette dame. Oui. Elle a certainement eu raison dans le contexte de cette entreprise. Ce patron aussi a raison. Je ne remets pas en cause cela. Absolument pas. D'accord. Donc, je pense que pour toi, l'entourage est aussi important, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, par rapport à ton secteur d'activité. Comment tu sais t'entourer de bonnes personnes, enfin de personnes qui te correspondent, qui tu as un process mis en place, c'est au feeling, comment tu fais un petit peu, explique-nous ça. Enfin moi, très franchement, te raconter que j'avais une technique ou pas, absolument pas. Ma technique, c'est on verra bien. Et ce qui se passe, c'est que tu te fais niquer plein de fois. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure que tu te fais avoir, ton radar se développe. Il y a des patterns que tu vois, des récurrences. C'est l'avantage quand on réfléchit pas trop et qu'on agit, ce qui a été le cas au tout début de ma vie. Maintenant, j'ai plus de réflexion, mais parce que je pense que je peux me le permettre. C'est qu'en fait, on prend plein de murs. Et en fait, comme je te dis, tu reconnais les patterns, tu reconnais les bourbiers. D'accord. Tu reconnais le dire, oula, cette situation, elle est dangereuse. Parce que tu fais des parallèles avec d'autres... Ouais, il y a ton esprit, automatiquement, voit... Red flag. Il y a un algorithme dans ton cerveau qui se met en place et qui se dit « Ouh là là, ça c'est comme Stripe, c'est transaction frauduleuse. » Et là, c'est pareil. Tu ressens ces choses-là et c'est ce qui fait qu'après, en plus, avec le côté introspectif, psychologique, d'améliorer justement ton rapport aux autres et ton rapport à toi, en plus de ça, tu désamorces le truc, tu rentres pas. Ouais. Et t'évites. Clairement. Et voilà, tu es poli, etc. Donc en fait... j'ai pas vraiment j'ai pas eu de technique, donc et en fait au fur et à mesure du temps, comme je t'ai dit, j'ai évolué philosophiquement, psychologiquement, émotionnellement, et c'est ça qui m'a véritablement fait en sorte que je m'entoure beaucoup mieux. Y a aussi une autre chose par contre qui est claire, c'est qu'avec le temps, la bonne impression est souvent la bonne. Je me rends compte avec le temps. Sur la première impression, tu dis. L'habit fait le moine aussi. Ok. On dit l'habit ne fait pas le moine, c'est des conneries. D'accord. Très très souvent, en fait, l'habit ne fait pas le moine s'applique dans des très 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 rares exceptions. Ok, d'accord. Tu peux développer sur ce principe-là, c'est-à-dire que tu sais sur le style d'habillement d'une personne. Le style d'habillement, la corpulence physique, comment elle se tient, l'apparence de la peau, elle fume pas, elle boit pas. Tu arrives à déterminer un profil. Il y a quand même des patterns qui se répètent sur les mauvais collaborateurs. Mauvais non, parce qu'on peut être, pardon du terme, mais obèse, fumeur est un très bon collaborateur parce qu'on a d'autres patterns très très positifs. Ok. Mais est-ce que tu vas jusqu'à là pour les déceler ou est-ce que tu t'arrêtes? Mais ça veut dire quand même quelque chose sur les gens, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, ça je veux juste dire, ça veut dire quelque chose sur les gens. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, et par exemple, ça veut pas dire, on va dire, lui il est obèse et fumeur, c'est un sous-homme ou je sais pas quoi. Ouh là là, pas du tout. D'accord. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des souffrances, qui compense, qui a des angoisses, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut. C'est pas forcément un jugement pour dire que t'es mauvais ou que t'es inférieur ou je sais pas quoi. Non. Valeur, quoi, c'est juste... On a tous des béquilles. Clairement. Mais du coup, le type de béquille, ça peut dire plein de choses. Et bon, ça, c'est pas des choses que je regarde. D'accord. C'est pas je vais pas vraiment faire un jugement là-dessus. Voilà. Je dis juste que ça veut dire quelque chose. Et ensuite,
il y a le côté pattern psychologique. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le côté émotionnel, le côté de la personnalité. Ok. Il y a vraiment des personnalités qui sont claires et tranchées. Et pour moi, dans certains postes, il faut passer par l'étape où il faut avoir un test de personnalité, où il faut savoir... Donc, tu mets des choses en place. Tu as des processus en place. Des... Quand tu recrutes collaborateurs ou associés, Là, je te parle même plutôt... Là, si on parle plus de recrutement, ouais. Oui, clairement, quand on est à des niveaux décisifs avec moi, notamment si je dois m'associer avec des nouveaux entrepreneurs pour développer des agences ou autres, ou si je dois au contraire accompagner des entrepreneurs pour les mentorer, etc., ce qui m'arrive. D'ailleurs, j'ai développé un peu ces deux faces pour pouvoir m'adapter à des types de caractères différents. Très bien. Je vais avoir des caractères un peu dominants qui veulent tout faire eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont la science infuse, mais par contre, ils ont quand même envie que je les aide. Bah, eux, je les incube. Je dis, ok, je serai là à ta dispo. Je fais ça. Je prends tant de pourcentage sur la boîte. Donc, je suis minoritaire. Ouais. Donc, je me la ferme. C'est toi qui prends les décisions finales. Par contre, je peux décider de me désister, de sortir. Voilà. Mais tu prends les décisions, c'est toi qui vois. Et il y a l'effet inverse. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité. Qui veulent pas. Voilà. Par contre, ils ont envie quand même de toucher un peu à l'entrepreneuriat ou d'être un peu plus libre que le salarié moyen et de gagner mieux leur vie. Et ben, ils deviennent entrepreneurs avec moi. Mais ils sont quand même sous ma supervision et ils écoutent ce que je leur dis. Et ça leur va très très bien. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils veulent voir l'envers du décor et ils ont la personnalité pour recevoir mes instructions sans le prendre mal. Et de les mettre effectivement en exécution. Donc, voilà. Exactement. Tu t'adaptes au profil psychologique, tu t'imposes pas directement, tu fais une analyse un peu plus. Ça ne sert à rien d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond, rond dans un carré. Moi, on a fait ça toute mon enfance pendant que j'étais petit. Et ça n'a pas marché. J'étais en échec scolaire toute mon existence. Ouais. Et c'est pas pour autant que tu valais entre guillemets rien sur le. Absolument sur le marché, pas. Absolument pas. Et le peu de professeurs qui avaient compris cela et qui m'avaient un tant soit peu compris et qui s'étaient un tout petit peu adaptés avec moi, mes notes augmentaient. Clairement. Donc après, bon, c'était l'époque, etc. Oui, mais en ayant vécu ça moi-même, je peux pas imposer ça aux autres et surtout me l'imposer à moi-même parce que moi, c'est un message que je dis aux gens qui nous regardent. Arrêtez de vouloir imposer quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, vous avez une personne, elle est carrée, vous êtes ronde. Ça ne passera pas. Vous pouvez le frapper, mais vous allez vous fatiguer, vous allez perdre de l'énergie. Mais est-ce que tu penses que ce modèle-là s'adapte à une certaine entreprise? Je m'explique, c'est-à-dire que si tu as entre 5 et 10 employés, tu peux faire de la gestion humaine un peu plus approfondie avec justement le côté empathique, psychologique. Mais si tu commences à avoir des 100, 200, 300, est-ce que là, à ce moment-là, tu dois pas mettre des modèles un peu rigides en place pour que les gens s'y plient et avancent? Tu as raison. Alors, en fait, après, le truc, c'est quand tu as une grande boîte, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qui font que les gens vont, on va dire que le carré va s'arrondir un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, après là, moi je te parle de gens avec qui je m'associe, avec des gens qui sont très très proches. Des employés un peu plus loin, on peut discuter, c'est différent. D'accord. Il y a moins d'implication et souvent, la personne qui choisit d'être salarié, qui est bien là-dedans, c'est un rond, ça rentre dans un rond, ça passe. Là, je parle vraiment du domaine de l'entrepreneuriat, de l'association. Ok, d'accord, très bien. Il y a des gens qui ne doivent pas s'associer, il y a des gens... Et je parle même plutôt sur des choses où vous êtes plus proches, même la relation de couple. Ouais. Je veux dire, il y a des cas de figure où on voit très bien que ça ne marchera pas. Et donc là, le problème, c'est là où tout est en jeu émotionnel, etc. Parce qu'on peut aimer quelqu'un dans d'autres considérations qui font qu'on est prêt à se transformer en rond alors qu'on est un putain de carré. C'est ça. Et ça, tu l'as déjà vécu? Bien sûr. Ouais. Mais j'en vois plein encore. Ouais. Alors on arrive à faire le rond pendant un temps. Ouais. Et au bout d'un moment... Le naturel revient au galop. Exactement. Et pendant ce parcours, est-ce que tu as un moment où tu te dis, j'ai réussi, j'y suis arrivé, tu pourrais avoir un chiffre d'affaires? Est-ce que tu t'es senti passer une étape ou tu es toujours en train d'évoluer? Non, c'est ça qui est très décevant, c'est qu'en fait, on s'habitue très très vite. D'accord. Les standards d'hier ne sont plus ceux de demain. Oui. Donc, ce qui fait que aussi c'est excitant parce que on va chercher plus loin. Mais il y a un côté, pas lassant, mais il faut célébrer, il faut essayer de célébrer un peu. Donc moi, j'essaie de célébrer des choses plus petites. D'accord. Plus modestes, on va dire. Pour essayer quand même de mettre un petit peu de récompense. Mais non, on va dire que là où vraiment j'ai commencé à me sentir avoir une certaine réussite, c'est quand j'ai eu... quand on a développé l'agence SEO il y a quelques années. Ok. Et que j'avais un collaborateur, enfin quelqu'un avec qui je bossais en freelance depuis des années, qui était de l'autre côté de la Méditerranée. D'accord.
qui a plus d'une quarantaine d'années et qui a femme et enfant et qui m'a rejoint sur une de mes boîtes françaises pour monter une agence et qu'en quelques mois, on a atteint des beaux objectifs financiers. Là, j'avoue, j'ai une grande fierté de voir qu'il y avait quelqu'un de 40 ans passés qui avait un bon job, qui est venu s'installer au point de faire venir sa famille. Alors évidemment, il y avait d'autres points positifs pour lui, mais quand même, il fallait oser. Et j'avoue, j'étais très très fier de voir qu'on me faisait confiance. Après toutes les années que j'avais passées où j'étais un peu dans ce syndrome de l'imposteur, vu que j'avais pas fait d'études, vu que j'étais nul à l'école, ça me met des années, surtout pendant l'enfance, quand on vous matraque le crâne en vous disant que vous êtes un bon à rien, que vous êtes nul, ou que... Alors on vous le dit pas comme ça, mais c'est dévastateur pour un gamin. Je comprends. C'est dévastateur et on se rend pas compte que des fois il faut des années. Et je pense qu'il y a encore des fois où bêtement c'est très émotionnel, où vous atteignez un gap ou quelque chose et limite ça vous fait pleurer parce qu'en fait, ça vous replonge très très loin et ça vient réactiver des choses très sensibles en se disant mais en fait j'étais capable. En fait pendant des années vous êtes dans le doute et là d'un coup vous êtes libéré. Vous dites mais en fait je suis capable quoi. Et donc ça c'est plutôt... Tu l'as vécu avec cette association là de la personne depuis 40 ans. Vraiment parce que t'as passé un été, parce que je galérais quand même avant, tu vois, j'avais des agences mais c'était pas encore de quoi, tu vois, puis je reperdais, là j'avais vraiment quelque chose où je voyais que toutes mes connaissances accomplies, le management, la gestion, l'alignement des planètes quoi. Et c'est ça, et surtout j'avais tout bien aligné, le marketing, tout ça. Putain, ça marchait, je me dis ça y est, toutes mes connaissances elles ont du sens, c'est plus désaccordé ou ça marche d'un côté mais pas de l'autre. Donc j'avais une vraie fierté à ce moment-là. Ouais. C'est plus associé à un sentiment psychologique qu'il y a une réussite financière en fait. Ouais, absolument. Si mais je pense que la plupart des entrepreneurs, c'est ça. Hein. Oui. C'est beaucoup moins caricatural. Le gros capitaliste qui veut faire des milliards de chiffres d'affaires. Non, clairement. Pour le peu que j'en rencontre, c'est vrai que c'est ça qui ressort. C'est pas la majorité. C'est plutôt d'apporter quelque chose à ça, c'est des investisseurs à la limite. Des VC, des investisseurs, des gens qui sont en bourse. Mais c'est pas une majorité, clairement. Non. Ça part beaucoup sur l'émotionnel et après c'est redirigé. Forcément l'argent suit parce que quand tu apportes de la valeur à autrui, puis t'aimes en fait. Tu aimes ce que tu fais. C'est ça. Tu aimes résoudre le problème de tes clients. C'est ça, clairement. Tu vois, il est content, il reçoit ses vidéos, c'est clean, le prix est accessible, il est content. Là je le vois aussi avec le studio de podcast, c'est quelque chose de très agréable parce qu'on est dans un business quand même qui est quand même très... les gens sont là pour tourner, pour faire des choses positives, etc. Et d'avoir offert cette opportunité ici en Suisse de faire pour une fois un produit accessible en termes de prix pour que les gens puissent débuter, vous avez vraiment l'impression de servir à quelque chose. C'est quand même très agréable. Et pourtant, Get Podcast, mon studio de podcast, est pas rentable ou quasiment pas. Pour l'instant. Ça amènera d'autres valeurs. Mais il n'y a pas cette ambition-là et j'en suis très heureux. Ouais, non, c'est bien. Donc c'est la preuve que... Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le secteur de l'entrepreneuriat, ce serait quoi ? Ce serait que si il est dans un métier salarié où il n'est pas maltraité, où il se sent bien, il voit qu'il aimerait faire plus et tout, c'est ne quitte pas ta boîte ou fais pas n'importe quoi. Fais ton petit side business à côté, puis expérimente. D'accord. Expérimente, parce que si sur ton temps libre restant, tu es motivé pour le faire, c'est bon signe. Ok. Parce que si tu es dans le truc où je vais arrêter le salariat pour avoir plus de temps parce que l'entrepreneuriat va me donner une certaine liberté, vous partez mal. Okay, donc il faut vraiment que vous aimiez ce que vous allez proposer. C'est ça. Donc tester tout en gardant une sécurité financière. Parce que cette sécurité vous permet de gagner du temps et de tester en fait. Et pouvoir tester des choses sans stress. Et souvent, c'est en testant des choses sans stress qu'il y a des belles choses qui arrivent. Si vous êtes trop contraint, etc., je sais qu'il y a toute une mouvance. On se dit, mais si on est contraint, du coup, on est forcé à avancer. Il faut que ce soit un peu limité. Déjà, quand vous êtes salarié, que vous gagnez un peu votre vie, si déjà vous cramez 500 balles par mois pour votre business alors que vous gagnez rien, c'est déjà suffisamment risqué. Clairement. Pour vous mettre la pression. Ouais. Mais au moins, vous payez votre loyer, vous mangez, vous pouvez réfléchir tranquillement à votre projet. Sans stress. Exactement. Et vous vous mettrez à stresser au moment où vous devez faire la transition. C'est ça. Le stress va finir par venir parce que si vous aimez ce que vous voulez, que ce que vous développez a du sens, ce qui va se passer, c'est que ça va se développer. Vous allez avoir du stress qui va venir. Mais ça sera du bon stress, justement, pour faire les choses correctement. Donc je dirais, side business avant tout. Ne vous lancez pas, à part si vous n'avez vraiment pas le choix, ne vous lancez pas comme ça. Mûrissez l'idée, testez, mais surtout par contre,
passez à l'action s'il vous plaît. Réfléchissez pas trop. Vous voulez faire une landing page, je sais pas comment faire. Prenez un abonnement Webflow, regardez des vidéos YouTube demain, faites votre première page demain, de n'importe quoi. Ouais. Faites-le. Faites. Ouais. Just do it. Quoi. Ouais, just do it. Et quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a un défi que tu veux relever en particulier ou à court terme? Ouais, ou même à moyen ou long terme, quoi. Mon défi, écoute... si t'as un défi, ou t'es en train de le réaliser, tu veux consolider ton... Non, mon gros défi du moment, parce que peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un épisode plus tard, oui. C'est de développer à mort la partie création de contenu, la partie mon incubateur, enfin la partie extrapreneur. Ouais. Pour faire court, en fait, le monde des agences, ça me plaît et tout, mais j'aime bien monter des boîtes avec d'autres entrepreneurs. Okay. J'aime bien les assister. En fait, j'ai conseillé plein de gens dans les 10 dernières années en off. Cool. Okay. Des gens qui ont eu des super résultats. Et tu avais des participations dans ces... Même pas. D'accord. Donc non, je les ai aidés comme ça. Cool. Et on m'a fait remarquer assez aisément que tu devrais faire des vidéos YouTube, tu devrais aider d'autres gens, tu devrais le monétiser, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas forcément pour faire encore plus d'argent, mais parce que le monétiser, c'est le meilleur moyen de le développer, en fait. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, mon temps est corrélé à quelque chose et j'ai des salariés, je dois des... Et en même temps, quand tu demandes à quelqu'un de mettre quelque chose, de l'argent sur la table, quand c'est gratuit, les gens n'en font pas forcément profit et bénéfice. Mais quand c'est payant, tu dis tiens, j'ai mis 100 €, 200 €, 2000 € sur une formation. Tu vas quand même te pousser en te disant attends, il faut quand même que je la rentabilise, entre guillemets. Et encore, c'est... Tu sais de quoi tu parles? Ouais, et encore, on voit aussi beaucoup de gens qui payent des sommes assez intéressantes et qui ne vont pas jusqu'au bout, quoi. C'est quasiment 95%. C'est intéressant parce que l'infoprenariat est un monde qui tient un peu par ça, un peu comme les salles de sport, qui tiennent par le fait qu'il y a 70% des gens qui n'y aillent pas. Oui, ils payent tous l'abonnement. Mais... Ou une assurance. Ouais. Oui, c'est clair. Hein. Donc, alors, en fait, pour te répondre, oui. Et puis surtout, le meilleur moyen de développer un jour extrapreneur, d'avoir des moyens de faire vraiment ce que j'ai envie, des moyens vidéo, de faire des confs, etc., il me faut des moyens financiers. Oui. Malgré tout, et donc c'est le meilleur moyen, c'est que c'est du profit, et en fait c'est le meilleur moyen de voir s'il y a un public derrière. Clairement. Donc là tu vas commencer à tester un petit peu des formations en ligne, des choses comme ça. Alors dans un premier temps, c'est vraiment de créer du contenu et de former les gens sur le développement d'agences et de business en ligne. Ok. J'ai une petite particularité par rapport à pas mal de gens sur internet, c'est que moi je les ai vraiment créés, mes business en ligne. Ouais. Voilà. Message. Et donc message. Et j'ai aussi un truc, c'est que moi je paye des impôts en France et en Suisse, de l'URSSAF. Je sais ce que c'est de payer des salariés. Je suis pas dans un pays forcément désertique. Alors attention, il y a des gens très bien dans des pays désertiques que j'estime personnellement qui y sont et ils se sentiront pas visés par ce que je dis. C'est pas le sujet. Mais bon, il y a quand même trop d'exemples de gens, on va dire, un peu trop jeunes, qui ont pas trop d'expérience, qui sont des excellents vendeurs, des excellents marketeurs. Et là-dessus, je salue leur talent parce qu'ils sont forts, avec certains profils psychologiques pour justement n'avoir aucune barrière, n'avoir aucune peur d'en faire des caisses. Et c'est le principal problème des autres qui devraient vraiment former, c'est qu'eux ont la barrière et ils estiment qu'ils sont pas légitimes. Demander de l'argent, c'est pas bien, tu vois. Les vrais bons profs, entre guillemets, en tout cas ici en Europe. Et la différence, c'est que moi, je me suis craché, j'ai fait plein de trucs, j'ai de l'expérience et j'ai envie... en fait, j'en avais un peu marre de rager sans cesse sur ces gens-là. Parce qu'encore une fois, je salue leur audace. Ils ont un certain talent. Il faut arrêter de croire que on lance une formation comme ça et qu'on fait 500 000 balles. Non, clairement. Il y a 10 ans, c'était autre chose. Moi, j'ai vu d'autres choses il y a 10 ans. C'était le loto, quoi. Parce que moi, j'ai lancé d'autres business en parallèle avec le e-commerce. J'ai fait du streaming même à une époque. Ok. Streaming, pas des films. Hein. D'accord. Pour pas que j'ai la police qui débarque. Mais un entre-deux où il y avait un vide juridique. Et c'était facile de faire pas mal d'argent rapidement. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a 10 ans, Facebook Ads, le coût par clic, il était indécent. Oui. Vous faisiez du dropshipping, enfin, c'était le casino. Hein. Ouais, j'imagine. Alors, c'est n'importe quoi, ça pushait, ça vendait, c'était incroyable. Mais maintenant, c'est moins le cas. Ouais. Et donc, lancer une formation et vendre 500 000 balles de formation, c'est quand même plus compliqué. Oui. Donc, c'est pour ça que je salue quand même leur talent, sans nommer qui que ce soit. Et moi, je me suis dit, il faut que j'arrête de rager sur ces gens-là. Sur ces gens-là, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil. Mais si tu as envie de détourner l'avion, il faut que tu sois dedans. Donc, c'est parti. Donc, prends la place. Montre que tu peux donner du conseil, etc. et des choses bien plus pertinentes. Et naturellement, en tout cas, tu vas
éviter que certains achètent d'autres formations de merde et que moi je puisse les accompagner soit gratuitement par mes vidéos YouTube, soit un jour en payant, en les accompagnant. Voilà. Et donc le projet Extrapreneur, pour essayer de faire vite, c'est le but, c'est de développer une marque Extrapreneur. C'est une communauté / une school. J'ai pas de terme marketing exact défini. Ok. Mais en gros, le but sera de développer une communauté, un catalogue de formations. On ne sait pas encore trop le modèle. Au début, on vendra des formations unitairement, mais il y aura la possibilité d'adhérer à une communauté Extrapreneur. On fait partie de la communauté Extrapreneur. Plus on reste longtemps et on paye son abonnement par mois, son fees, plus on peut accéder à des formations qu'on peut débloquer par des espèces de points de crédit. C'est quoi, une sorte de Netflix avec de l'information dessus un petit peu. Avec différents contenus dans différents domaines. Ouais, plus tu restes, en fait, plus tu as des avantages et moins tu payes cher les formations. Gaming aussi, lié au gaming un peu. Dans le sens on va essayer de gamifier. Je vais essayer de gamifier ça aussi. Et l'aspect communautaire aussi pour pouvoir faire des lives, parler avec eux, parce que ça va être le meilleur moyen, moi aussi, pour créer du contenu et d'être en contact avec eux. Et surtout, moi, ça me permettrait de prendre d'autres entrepreneurs qui ont réussi dans d'autres sujets pour qu'ils viennent plugger leur formation chez moi. En fait, presque un Udemy. Enfin, tu vois, c'est un peu... Je vois le modèle. Tu vois, et les gens... j'ai quelqu'un qui est très bon formateur et qui a, je sais pas, il fait du dropshipping. C'est long de lancer sa plateforme et tout. Il vient chez moi, boum. Il le met dans mon catalogue et il touche des revenus. Il participe à des lives avec moi. Voilà. On peut l'aider à structurer sa formation. Un peu d'ailleurs dans le modèle que moi de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas concerné par tout ce que je viens de dire. C'est Yomi. Yomi Denzel. Qui est souvent un des plus décriés, mais qui est sûrement un des plus propres. C'est ça qui est assez curieux. Parce que ses formations sont très complètes. Et en fait, c'est le plus visible. Donc, forcément, c'est pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est quelqu'un qui a su très très bien s'adapter. Et je dis ça aussi, il est, sans vouloir trahir, il est client, enfin, le SaaS e-commerce Minéa qu'il a, qui permet de faire du Spy Ads, est client d'une de nos agences SEO. Et vraiment, pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont eu ces formations, et j'en ai vu beaucoup dans ce studio, ils m'ont dit, mais le job, il est fait, quoi. Il n'y a pas de débat. Non, mais c'est vrai que comme il a une grosse visibilité, je pense que c'est ça qui attire un peu les... Mais lui, du coup, il a eu l'idée intelligente de faire un Mindeo. Et Mindeo, maintenant, il y a quelqu'un en IMO. Je crois qu'il fait intégrer Theorizzi à côté aussi pour l'aider sur l'e-commerce et d'autres manières de faire. Est-ce que c'est ça vers quoi tu veux aller ou c'est Non, alors ce ne sera pas totalement ça. Mais c'est un peu cette idée de pourquoi pas de prendre après sous mon aile des gens. Sur ta plateforme. Et donc, in fine, par contre, le gros gap qui est intéressant, c'est que... Alors évidemment, ça fera de l'argent, je vais former des gens, l'idée c'est de les former bien, comme il faut, et ils vont faire leur vie, mais il y a un certain nombre de personnes dans le lot avec qui je pense qu'il y aura des rencontres, où il y aura vraiment un fit, et si je peux les accompagner après via Extrapreneur, parce que Extrapreneur va incuber certaines entreprises, où moi je vais les mentorer, et une partie de l'agence va les mentorer sur des sujets précis, pour les aider à grossir, c'est le meilleur moyen de les rencontrer. Ou le meilleur moyen de rencontrer mon prochain cofondateur d'une de mes agences du groupe Get. Parce que normalement, si je fais du bon contenu, si je fais des vidéos qui me ressemblent, je vais attirer les gens qui me ressemblent. Et donc, on va pouvoir faire du business ensemble. Cool. En tout cas, merci. Je t'en prie. Répondu présent et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose encore au podcast. Les amis, c'est le podcast Focus. Alors, qu'on retienne bien, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo YouTube, vous mettez le commentaire. Voilà. Focus. Non, mieux que ça. Vous mettez bambou. Voilà, tous ceux qui ont mis bambou, c'est que vous êtes allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Et tous ceux qui ont mis bambou et que vous êtes à Genève, vous êtes aux environs, j'offre 1 heure de session de podcast. Oula. Vous réservez 1 heure, je vous offre 1 heure, vous avez 2 heures. Très bien. On mettra toutes les informations dans la description. En fait, vous mettez bambou et ceux qui ont dit bambou, on vous enverra le lien. On vous répondra, on vous donnera un mail, vous pourrez nous contacter. C'était pas prévu, mais en tout cas, merci pour Voilà, avec plaisir. Et puis, suivez Focus, donc abonnez-vous, likez cette vidéo. Donc, bambou dans les commentaires. Et on reviendra vers vous pour vous proposer 1 heure d'enregistrement gratuite avec 1 heure de... Et surtout, très important, cet épisode, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, qu'il va intéresser quelqu'un, c'est la meilleure manière pour Dylan de se faire connaître et de faire connaître Focus. Donc, s'il vous plaît, partagez à un pote entrepreneur, etc. Sur vos réseaux sociaux, etc. Ouais, parce que c'est hyper important. C'est comme ça qu'on démarre les belles aventures et les beaux podcasts. Donc voilà, aidez Dylan. Merci, aidez-moi. Merci Alex. À très vite. Au revoir.